Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans Et si on parlait de sport, l'émission exclusivement consacrée au sport que nous avons le plaisir de vous présenter avec Pauline Gaston-Condutte. Bonjour Pauline. Bonjour Laurent. Nos invités Luc Chabrol pour parler escalade. Bonjour. Bonjour. Didier Briseau, Hugo Queno et Lilou Dupénet pour nous parler de lutte. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Au sommaire, en première mi-temps, direction les murs d'escalade avec les meilleurs grimpeurs et grimpeuses du monde qui s'affrontent à l'occasion des championnats du monde d'escalade sportive à Berne, en Suisse. Luc Chabrol, trésorier général de la Fédération française montagne et escalade et vice-président de la Ligue Occitanie, ainsi qu'administrateur au CNOSF, nous apportera son expertise. En deuxième mi-temps, il faudra lutter avec Didier Briseau, président du comité régional d'Occitanie et vice-président de la Fédération française de lutte, Hugo Queno et Lilou Dupénet, lutteurs et lutteuses licenciés au Toulouse LC, qui nous présenteront la lutte et ses différentes spécialités. Nous parlerons aussi de la pratique en Haute-Garonne, mais tout de suite, dans l'avant-match, les résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport ? Avant-match. Et oui, on commence par un titre de champion du monde subaquatique. Eh bien oui, subaquatique, notre équipe de France féminine de hockey subaquatique remporte le titre mondial en dominant l'Australie en finale 2-0, Pauline. Tu sais ce que c'est que le subaquatique ? Pas du tout. Voilà, c'est du hockey en fait qui se joue sous l'eau avec des équipes de 2 joueuses et en apnée, et elles jouent avec des petites battes qui poussent une espèce de petite balle au sol pour marquer des buts sous l'eau. Voilà, c'est exceptionnel. Et bien, c'est la première fois que notre équipe de France gagne. Voilà, Pauline. Alors après, on a dans les informations à vous donner les ski nautiques avec les championnats d'Europe de ski nautique Open en Italie. L'équipe de France remporte 9 médailles, dont 4 titres en individuel, complétés par le titre par équipe, le 32e de son histoire. Louis Duplan-Fribourg, sacré champion d'Europe, a réalisé une incroyable performance en s'imposant dans 3 disciplines, figure, saut et combiné. En aviron, les championnats du monde junior en bassin olympique de Vers-sur-Marne en Île-de-France, Alexandre Jolard, Alan Mitchell, Maxime Aymar et Hector Guimet ont apporté à l'équipe de France sa seule médaille en bronze des championnats du monde junior. Football en Coupe du Monde féminine, la France surclasse le Maroc et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Portés par leur duo d'attaque Diani Le Sommer, les Bleus n'ont eu aucune peine à dominer le Maroc dans ce 8e de finale à sens unique. La France se qualifie pour un 3e quart de finale de Coupe du Monde consécutif et jouera contre l'Australie samedi. Et en VTT, mondiaux descente, la Française Marine Kabirou a récolté la 3e médaille mondiale de sa carrière à Glasgow, en Grande-Bretagne. Chez les hommes, le triplé français historique réalisé l'été dernier au G n'a pas été réédité. Loïc Bruni, 5 fois champion du monde et tenant du titre, a terminé 4e. Alors, toujours un peu dans le cyclisme, mais c'est cyclisme sur piste. Il y avait les championnats du monde récemment à Glasgow, en Grande-Bretagne. En battant la Grande-Bretagne en petite finale, la France a décroché le bronze en vitesse par équipe masculine aux mondiaux de Glasgow. Vice-championne d'Europe de l'élimination, Valentine Fortin, 24 ans, a décroché une nouvelle médaille d'argent mondiale. Et Benjamin Thomas, vice-champion du monde de l'omnium, le Français a remporté sa 5e médaille en omnium, ce qui lui avait déjà gagné en or en 2017-2020 et 2 autres en argent 2019-2022. Il y avait aussi le paracyclisme dans la même compétition, c'est assez sympa parce que ça se fait pas souvent. Kevin Lecunff a remporté son 2e titre de ces mondiaux après la poursuite individuelle. La jeune Française Heidi Gauguin a remporté l'or de la poursuite individuelle en catégorie C5. Son compatriote Florian Chapeau l'a imité sur la course scratch en remportant la médaille d'or, où Alexandre Lyotet a terminé lui 3e. En championnat toujours de cyclisme et en championnat sur route, là, cette fois-ci, on vient avec les grands pros qui sont sortis du Tour de France il n'y a pas longtemps. Le néerlandais Mathieu Van Der Poel est devenu champion du monde dimanche à Glasgow. Parti en solo à 22 km de l'arrivée, malgré une chute 6 bornes plus tard, il a devancé Wout van Aert et Tadej Pogacar sur ce championnat du monde. En MotoGP et le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, Alex Espargaro s'impose au Grand Prix de Grande-Bretagne. Francesco Bagnaia, avec sa 2e place, creuse l'écart au championnat. Johan Zarco est 9e. Bien revenu, Fabio Quartararo a fini par s'accrocher avec Marini et termine 15e. Et oui, c'était une belle performance de Quartararo qui est parti de très loin et qui revient très fort. Et en basket, match de préparation. Au terme d'une rencontre serrée, la France masculine s'est imposée contre le Monténégro, 80-69 à Montpellier, pour son 2e match de préparation à la Coupe du Monde.
Et au championnat d'Europe des moins de 20 ans féminins, l'équipe de France des moins de 20 ans féminins a remporté le titre européen de la catégorie dimanche à Klaipėda en Lituanie, en ne laissant aucune chance à la Lettonie en finale, 85-59. Et oui, puis on va parler de golf comme la dernière fois, Pauline, parce que le Scottish Open Archer, Céline Boutier, qui a déjà gagné la semaine dernière, dans une forme étincelante, a parfaitement géré son avantage acquis les jours précédents et s'est imposée pour la 3e fois de la saison. La Française de 29 ans confirme son incroyable dynamisme et décroche son 5e titre sur le LPGA Tour, le 2e d'affilée après Amundi Evian Championship de la semaine passée. Et les championnats du monde d'escalade, on en parlera tout à l'heure, mais c'était un événement important. L'équipe de France de bloc a signé un doublé surprise au championnat du monde de Berne en Suisse, avec Medji Schalk qui a décroché l'argent. Quant à Michael Maweb, il est devenu le tout premier Français champion du monde de bloc. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport, avec notre invité Luc Chabrol. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Voilà, dans cette première mi-temps, on accueille donc Luc Chabrol. Bienvenue dans Si on parlait de sport et plus particulièrement d'escalade avec le championnat du monde donc à Berne. Luc, un parcours un peu particulier. Donc tu es trésorier général de la Fédération française montagne et escalade. Mais raconte-moi la suite parce qu'il y en a tellement. Non, je suis aussi vice-président, je suis aussi élu localement puisque je suis vice-président de la Ligue Occitanie. Et j'ai l'immense honneur, on dit, d'être administrateur du comité national olympique et français. Voilà. Sportif français. Sportif et français. Pour entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de savoir quelle réaction tu as sur ce super titre, on va le dire quand même, de champion de France de Michael Maweb. Comment tu as vécu ça et quel regard tu portes globalement sur ces championnats du monde ? C'est un beau moment d'émotion, surtout quand on connaît un peu Mika, 33 ans. Il y a les Jeux qui arrivent l'année prochaine. C'est sûr que pour lui, c'est un objectif majeur. Il n'est pas encore qualifié alors ? Alors, il n'est pas toujours. Non, personne n'est qualifié encore. D'accord. Je te l'explique après si tu veux. Mais non, là, aujourd'hui, personne n'est qualifié. C'est des championnats du monde un peu particuliers qui se déroulent en 2 phases. Il y a les championnats du monde très classiques qui ont eu lieu cette semaine. Et puis, il y a un deuxième championnat du monde qui recommence la semaine prochaine, à partir de mercredi, qui est le championnat du monde du combiné, puisque les Jeux Olympiques sont les épreuves des Jeux Olympiques à Paris. Il y a 2 épreuves, il y a la vitesse et le combiné qui lui regroupe à la fois la difficulté et le bloc. Et ces épreuves de combiné, qui sont elles qualificatives pour les Jeux 2024, vont se dérouler à partir de mercredi. Et l'enjeu aussi de cette semaine, de cette première semaine, c'était bien sûr d'aller chercher des titres de champion du monde, d'aller sur des podiums, mais surtout de se qualifier pour la 2e semaine. Parce que les podiums de la 2e semaine sont qualifiés automatiquement pour Paris. D'accord. Il y a 10 places, en fait, qualificatives, à Berne, pour Paris 2024. Il y a les 2 podiums de combiné hommes et femmes, 2 x 3, 6. Et il y a les 2 premiers en vitesse femmes, les 2 premiers en vitesse hommes. Donc ça fait 10 personnes qui vont directement en sélection à Paris. Voilà. Ça veut dire que tout est encore à faire, quoi. Exactement. Ouais. Il y a aucun n'est sûr d'être qualifié dans... Absolument. Aujourd'hui... même si on regarde un peu les résultats de la première semaine, se demander s'il n'y a pas des gens parce qu'il y a des très très forts grimpeurs qu'on n'a pas tout à fait vus au bon niveau peut-être la première semaine. On peut peut-être même imaginer que certains ont juste joué la qualif ont priorisé la qualif à Paris, on a peut-être un peu gardé sous la pédale, mais quand je dis ça, on va se tromper peut-être, parce que s'il faut, c'était ceux qui ont gagné, ils vont encore gagner la 2e semaine, et ça serait top pour nous, parce que on aura des Français à Paris, c'est sûr. Mais... Alors, j'ai envie de dire un peu en néophyte, mais en ce moment, on entend parler de l'escalade quand même, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu des Jeux européens, et on a aussi des victoires qui ont été assez sympathiques à regarder. Donc, ça veut dire que ça pousse derrière, il y a du monde. Ouais, on a eu les Jeux européens, on a eu de très très beaux résultats. Là, on avait envoyé plutôt des jeunes qui on savait qu'il y avait un fort potentiel, parce que les tout meilleurs seniors étaient eux déjà dans les qualifications justement pour Berne, parce que c'est hyper important d'être très bon cette semaine. Ouais. Et donc ils avaient on avait fait un peu l'impasse sur ces Jeux européens, et on y était allé avec une équipe de jeunes à gros talent, et ça a plutôt bien marché, puisqu'on fait plusieurs médailles, 4 médailles d'or, dont 2 Toulousains, qu'on peut nommer. Thomas Lemagné, qui est toulousain et qui est toujours licencié sur un club toulousain, et Camille Pouget, qui elle aujourd'hui est licenciée pour ses raisons d'études, je dirais, à Grenoble, mais qui est toulousaine de formation, qui était au TAG à Tournefeuille encore l'année dernière. Voilà. Donc ça, c'est des pousses qui sont capables d'aller un peu plus haut. C'est des gens qui sont aujourd'hui aux portes de l'équipe de France. Ils sont juste derrière ceux qui sont aujourd'hui sur les podiums là,
à Berne. Voilà. Alors toi, tu exerces la double mission dans le domaine de l'escalade au sein de la Fédération française et en Occitanie, une fédération qui regroupe 2 disciplines distinctes mais complémentaires. Ta passion à toi penche pour la montagne, tu me l'as dit, mais tu es aussi près de l'escalade. Comment ça marche cette fédération justement pour les auditeurs, qu'on comprenne un peu montagne et escalade? Historiquement, cette fédération elle a été fondée sur la montagne et sur les grandes expéditions himalayennes, même on pourrait dire. Historiquement, c'était ça, si tu veux, avant la guerre. Et puis après, les alpinistes ont fait de l'escalade pour s'entraîner. C'était Fontainebleau, ça a été les grandes falaises de France, ça l'est toujours. Mais c'était principalement pour faire de l'alpinisme. Et puis l'escalade est devenue sportive et la compétition a vu le jour. C'était fin des années 80, début des années 80, mi-80 quoi. On a vu des murs partout dans les écoles après. Et après, plus tard, 90-2000 les murs, les vrais murs, hein, parce qu'il y a eu des choses avec des vis, des prises vissées au fond des gymnases, mais c'était pas vraiment des murs. Et ça, c'est vachement plus récent. Ça a une vingtaine d'années, quoi, des vrais murs dans les gymnases. Voilà. Et là, ça s'est développé, l'escalade sportive, l'escalade de compétition s'est développé à partir de ce moment-là, quoi. Exactement. Alors aujourd'hui, notre fédération, nous, elle regroupe à la fois les sports de montagne, mais aussi les sports indoor où se développe l'escalade aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est devenu un sport de gymnase, quoi. Et alors, on a en plus toutes les activités de montagne, l'alpinisme, le canyon, la randonnée et le ski alpinisme, qui, lui, devient olympique à partir de 2026 pour les Jeux de Milan-Cortina. Il faudra venir nous raconter tout ça dans une prochaine émission, parce que c'est tellement riche, il y a tellement d'infos. On va se focaliser sur l'escalade et essayer de commencer à grimper un peu le mur avec toi. Mais c'est vrai que c'est intéressant de venir nous parler de cette nouvelle discipline sportive olympique. Mais 2026, on va déjà rester sur 2024, en espérant que tu nous ramèneras les médailles avec la fédération. Et quels sont les différents types de parois d'escalade et leur niveau de difficulté? Alors, il y a 3 disciplines aujourd'hui dans l'escalade. Il y a la vitesse, ça c'est facile. C'est 2 voies qui sont exactement parallèles, d'une précision extrême, c'est exactement les mêmes voies, hein, c'est des voies de record. C'est la même qu'elle soit en Asie, en Europe, ou enfin à Berne ou à Paris en 2024, c'est exactement la même voie. Et là, c'est le chronomètre, c'est facile à comprendre. C'est celui qui va le plus vite. Aujourd'hui, le record du monde chez les hommes, il est en dessous de 5 secondes, voie qui fait 17 mètres. C'est slalom parallèle comme en ski, quoi. En fait, c'est l'idée, c'est ça. Hein, ouais, on est presque là-dessus. Dans cette idée-là, ouais, c'est ça. Après, on a des voies de bloc, ce qu'on appelle le bloc. C'est des petits murs qui font 5 mètres à peu près, où l'escalade est très technique, très puissante. Et l'assurance, c'est pas des murs à cordes. L'assurance se fait, la chute est amortie par des gros tapis au sol. Ça, c'est ce qu'on appelle la discipline du bloc. Et puis après, il y a la difficulté, l'escalade de difficulté, où ça, c'est une escalade plus, je dirais, classique et qui correspond plus à ce que c'était en outdoor, c'est-à-dire c'est des grandes voies de 17 mètres avec des gros dévers. Une voie qui fait à peu près 17 mètres aujourd'hui, ils ont 8 mètres de dévers, les murs, c'est-à-dire qu'ils ont 8 mètres d'avancée. Hein. Donc c'est jamais vraiment vertical. En fait, dès le départ, c'est toujours très déversant. Et là, on arrive à des niveaux de difficulté qui sont 8B, 8C. Voilà, 8B, 8C, explique un peu. Aujourd'hui, les voies les plus difficiles du monde sont des voies qui sont uniques, qui sont cotées en extérieur sur les grandes falaises. On arrive aujourd'hui, c'est 9B, quoi, max. Quoi. Voilà, on est à peu près à ça aujourd'hui, même si on entend parler de 9B+, enfin bon. Mais on est sur du 9B, c'est du 9. Le 9e degré, il y a quelques années, ça n'existait pas. D'accord. En compétition, on est sur des voies qui sont, championnat du monde à Berne, les voies de finale, c'est 8C, quoi. D'accord. Voilà. Donc c'est juste. Alors quand on dit 8C, 9A, tu vois, nous on ne sait pas la différence, hein, nous on la fait pas. Il faut être à ce niveau-là de classe, quoi, pour arriver à comprendre le demi-degré qu'il y a entre ces voies-là, quoi. Voilà. Et justement, en parlant de difficultés, quelles sont les bases de sécurité essentielles que toute personne doit connaître avant de commencer l'escalade? La sécurité, c'est hyper important. L'escalade, c'est une évidence. Même si aujourd'hui, c'est pas un sport dangereux, l'escalade. Il faut considérer que c'est pas. Enfin, il faut se dire entre nous, parce que beaucoup de parents ont encore cette crainte quand ils amènent leurs enfants sur nos clubs d'escalade. C'est pas un sport dangereux. Notre accidentologie, elle est super maîtrisée et on a une accidentologie qui est très faible par rapport à d'autres sports aujourd'hui, même des sports indoor. Mais ça demande des bases de sécurité évidentes et de la concentration quand on fait les choses. Il faut savoir s'encorder, il faut savoir les mouvements, il faut savoir. Il y a des techniques de sécurité qu'il faut maîtriser, c'est évident. Et pour ça, ça veut dire ça peut pas s'apprendre tout seul, quoi. Voilà. L'escalade, il faut aller dans un club, il faut aller avec des gens qui vous enseignent, qui vous apprennent à mettre toutes ces manips de sécurité en place. Et une fois qu'on a fait ça, après on risque rien.
Mais il faut passer par cet apprentissage. C'est quand même une activité un peu à maturation lente. Alors justement, comment ça s'organise justement, on parle de ça, mais comment s'organise l'escalade dans le département ou la région ? Comment ça se passe pour rassurer un peu les parents ? Je veux faire de l'escalade. Comment vous avez géré ça dans la région ? Alors, la région est organisée un peu comme tous les sports en France. C'est-à-dire qu'on a une ligue, la Ligue Occitanie, qui représente aujourd'hui à peu près 12 000 licenciés, 130 clubs, qui regroupe tous les départements du coup de la région Occitanie. Et derrière, on a 130 clubs qui accueillent les enfants et qui, eux, ont tout un staff formé d'initiateurs ou de professionnels qui travaillent dans les clubs et qui forment les jeunes, les moins jeunes, parce que quand on commence à 8 ans, on peut démarrer à n'importe quel âge. Il y a un âge limite ou pas ? Non, d'accord. Non. Alors là, on peut les prendre très petits. Aujourd'hui, il y a la baby escalade qui démarre à 4, 5, 6 ans et puis on peut grimper à 90 ans. Ils sont inconscients, ils montent n'importe comment, les petits. Oui, les petits, oui, bien sûr. Ouais. Il y a des voies adaptées. On fait des voies adaptées, on fait des petits murs. Enfin, on a des choses qui sont adaptées aux petits, quoi. Donc concrètement, on veut faire de l'escalade avec un parent qui veut emmener son enfant faire de l'escalade. Il s'adresse par quel biais il rentre Il peut aller sur les sites, par exemple, de la Ligue Occitanie, où il va trouver la liste complète de tous les clubs d'Occitanie. Le site, on a l'adresse en tête, non Occitanie-ffm.fr. Voilà, donc quelque chose comme ça. Déjà pour les auditeurs, s'ils veulent aller là, c'est pas un sport, j'ai retenu, c'est pas un sport dangereux. Donc ça, c'est important à donner. Mais ça s'apprend. Voilà. D'accord. Il faut pas y aller n'importe comment. Et quels sont les projets de développement pour ces disciplines ? Parce qu'en fait, grâce aux Jeux Olympiques, et on les voit en plus ça en télé, ça se passe. Il y a plein de compètes qu'on peut voir. Quels sont un peu pour augmenter ça, augmenter vos nombres de licenciés ? Vous avez des projets là ? Comment ça se passe ? La difficulté aujourd'hui, c'est de manque de structure. D'accord. Quand une structure ouvre, elle est saturée au bout de 6 mois. On peut prendre un exemple qui est juste à côté, là, Tournefeuille. Tournefeuille, c'est un club historique de la région. Bon, il y avait une structure d'escalade qui a été renouvelée. Une grosse structure d'escalade a vu le jour il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, c'est un club qui est déjà saturé. Il y a plus de 700 licenciés. Wow. Voilà. Et donc, du coup, nous, la difficulté, on se dit même, parce qu'on sait que, par exemple, avec les Jeux à Paris, aujourd'hui, toutes les statistiques nous montrent que partout où il y a eu les Jeux, les licenciés, l'année d'après, ils ont pris 20% sur les activités des Jeux. Nous, on se demande où on va les mettre. C'est dommage. On adorerait les prendre dans nos clubs, tous ces jeunes-là, mais aujourd'hui, on a un problème de structure. Même si ça se développe de plus en plus, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, globalement, on ne fait plus un gymnase sans un mur d'escalade. C'est vrai qu'on y arrive. Mais on a encore des problématiques de structure et puis de partage après de l'espace, parce que dans un gymnase, on va y faire du hand, on va y faire du basket, et donc on ne peut pas être là tout le temps en permanence. Et du coup, il y a des créneaux, il nous manque des créneaux et il nous manque des structures, c'est évident. Alors, ça va être notre j'ai envie de dire à l'homme de terrain, quel est le souhait en fait pour ce développement, quoi ? Le souhait de création de murs. Nous, on a tout un plan de structuration nationale, régionale, départementale. Question de moyens ou bien aussi sûr, de volonté, non ? La volonté est liée. Ouais. Je pense que même chez les élus aujourd'hui, de plus en plus, les élus ont pris en compte ce développement. Ils voient bien que aujourd'hui, ça se développe à une vitesse grand V. Et du coup, la volonté est liée, quand même. Mais tu le connais, tu sais bien. Hein, il n'y a pas que chez nous. Hein. Ouais. Le nerf de la guerre, c'est les subventions, c'est l'argent, c'est des partenariats pour arriver à structurer ces surfaces artificielles d'escalade qui nous manquent encore, quoi. Même si ça va de mieux en mieux. Hein. On en a de plus en plus. On en a très très belle. On vient d'en faire une à Tarbes qui est énorme. Une à Millau qui vient de sortir qui est magnifique aussi. Malgré tout, il y a encore du manque parce que là, le club de Tournefeuille, les inscriptions vont ouvrir là. Enfin, ont ouvert le 20 juin. Le 22, il n'y a plus de place. Hein. D'accord, donc vous refusez du monde, quoi. Bien sûr. Ouais. C'est un problème que beaucoup de fédérations aimeraient avoir quand même. Oui, mais il n'y a pas que nous. Mais oui, bien sûr. Oui. Non, mais on sait qu'on a. En tout cas, je pense que c'est un bon éclairage. C'est intéressant d'avoir ce message à faire passer dans l'émission ici. On parlait de sport. Je crois qu'on a bien compris qu'il y avait une passion. On sait qu'on a un enjeu. On va vous souhaiter plein de médailles. Nous, on va être poussés derrière vos jeunes, en espérant que notre jeune Malweb, c'est ça, se qualifie. Pourquoi pas ? Il nous a montré une belle performance et bravo à lui. C'était passionnant de suivre cette compétition-là. Et on en a 8 là qui passent en deuxième semaine, en fait. D'accord. Donc on va les suivre jusqu'à la fin de la semaine et on en parle la semaine prochaine dans l'émission. Il y en a 8 qui passent en deuxième semaine, donc on croise les doigts, mais on espère qu'on sera sur les podiums. On va les croiser les doigts avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation dans l'émission Et si on parlait de sport. Merci pour ton témoignage et ton analyse pour ces championnats du monde d'escalade. Bonne continuation pour le développement de la discipline et tu es le bienvenu quand tu veux dans l'émission. Avec plaisir. Place maintenant à la chronique sport et professionnalisation avec Thibaut Vergne.
Et si on parlait de sport, la chronique. La chronique sport et professionnalisation, et nous retrouvons pour cette deuxième partie Thibaut Vergne, bonjour. Bonjour Laurent. Alors on a parlé la dernière fois de la filière universitaire, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu de la filière professionnelle. Vous avez aussi plein de choses à nous proposer, alors encore une fois, comme la dernière fois, vous nous expliquez bien toutes ces abréviations, on les explique pour nos auditeurs, c'est important. La filière professionnelle, qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors il y a deux choses essentielles. La première, c'est les BPGEPS, donc les brevets professionnels de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Et le second, c'est le CQP, le certificat de qualification professionnelle. On peut y revenir un peu plus. Oui. Alors, on va déjà parler de la première. Alors, je répète bien le BPJEPS. Voilà, donc c'est l'abréviation qui veut dire brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce brevet ? Alors, c'est un diplôme d'état de niveau 4, donc c'est-à-dire de niveau bac, qui est accessible donc sans baccalauréat. Qui permet on intègre un organisme de formation dans lequel on va se former pour devenir éducateur sportif. Donc voilà, là c'est clairement pour des métiers liés à l'encadrement d'activités sportives. Donc en fait, concrètement, ça représente quoi comme activité ? On est embauché dans quel secteur ? Il y a plusieurs mentions en fait. Donc vous avez soit des mentions plutôt multisports comme l'activité physique pour tous, ou après vous pouvez vous spécialiser sur différentes disciplines sportives. Et à l'issue de cette formation, on peut travailler au sein d'associations, de clubs sportifs, des collectivités territoriales en tant qu'éducateur sportif. C'est des filières où il y a des débouchés ? C'est demandé ? Comment ça se passe ? Oui, c'est demandé puisque les associations aujourd'hui se professionnalisent et ont besoin effectivement d'avoir du personnel pour encadrer les activités. Il y a toujours le bénévolat quand même qui reste essentiel, mais effectivement, il faut des professionnels pour encadrer toutes ces activités. Et là, Profession Sport Animation, donc 31, bien évidemment, peut renseigner toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans cette filière-là. Effectivement, nous, on a aussi un métier de conseil sur les métiers du sport et on peut vous renseigner sur ces BPGEPS. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est CQP, c'est-à-dire les certificats de qualification professionnelle. Alors c'est quoi exactement ? Alors ce sont des diplômes qui sont organisés au sein des fédérations sportives, où là on peut avoir soit des diplômes plutôt multisports. Donc c'est le CQP par exemple, animateur de loisirs sportifs, qui permettra d'encadrer l'activité sportive plutôt de découverte et d'initiation sur tout un tas de disciplines. Ou après on peut aussi se spécialiser. Vous avez par exemple le certificat de qualification animateur tir à l'arc qui vous permettra d'encadrer le tir à l'arc. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut, avec ces diplômes... La différence entre les deux, entre le premier et le deuxième, qu'est-ce qui est le plus important, le plus performant, si on veut ? Alors, il n'y a pas forcément une notion de performance, c'est plus en fonction de votre projet professionnel. Le BPGEPS, ça va s'inscrire dans une certaine continuité pour vraiment faire son métier. Le CQP, ça peut plus être un complément à une activité professionnelle. Pendant les vacances, on veut accompagner, faire un petit peu d'argent aussi en tant qu'éducateur spécialisé, c'est ça ? On peut travailler avec un CQP toute l'année aussi, mais le bagage de compétences est moindre. D'accord, c'est ça. Donc en fait, si on a besoin de vous rejoindre pour parler de tout ça, ça se passe comment ? Alors, on a une plateforme d'orientation qui s'appelle métiersdusport.fr où on recense l'ensemble des formations et des métiers liés au sport. Donc, même chose, on peut vous joindre par Internet, on peut vous envoyer des petits messages. Toujours pareil, sur ces BPGEP, sur ces CQP, vous pouvez venir pour vous renseigner sur les formations professionnalisantes du secteur du sport. Et actuellement, il y a beaucoup de demandes dans ces domaines-là ? Oui, on a beaucoup de demandes, effectivement, c'est des choses qui intéressent les gens. Donc, sur métiersdusport.fr. Bon, écoutez, en tout cas, merci pour ces informations-là. On se retrouvera pour d'autres chroniques, j'imagine, dans cette direction-là. En tout cas, j'espère que ces informations plairont à nos auditeurs. Merci Thibaut d'être venu nous expliquer, nous parler de tout ça à l'antenne. Et on se retrouve très bientôt. Donc, retrouvez toutes les formations et tous les métiers sur www.métiersdusport.fr. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler lutte avec nos invités Didier Briseau, président du comité régional d'Occitanie et vice-président de la Fédération française de lutte, Hugo Queno, 3e en lutte olympique et champion de France de lutte sur sable en catégorie 74 kg, et Lilou Dupinet, 5e en lutte olympique et 3e au championnat d'Europe en lutte sur sable, à la catégorie 57 kg. Et si on parlait de sport, mi-temps.
Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport? Deuxième mi-temps. Et voilà, retour sur le plateau de l'émission Et si on parlait de sport avec nos invités, Didier Briseau, président du comité régional d'Occitanie, de lutte, Hugo Queno et Lilou Dupéné, qui sont tous les deux lutteurs et lutteuses et qui vont nous parler un peu de leur parcours. À tous les deux, bonjour à tous et merci d'être là dans cette émission. Bonjour. Merci à toute l'équipe d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de la lutte. Honneur aux femmes. Lilou, comment est-ce qu'on devient lutteuse? Quel est ton parcours? Alors moi, j'ai commencé la lutte à l'école primaire. J'ai découvert la lutte par l'école primaire. Et ensuite, donc, je suis rentrée au club à Font-Romeu, donc je viens de là-bas. Et ensuite, je suis rentrée directement en Pôle Espoir, donc la première année. Et j'ai fait 6 ans de Pôle Espoir. Et ensuite, je suis arrivée à Toulouse. Et là, je continue le haut niveau. Donc, je suis actuellement en équipe de France de lutte sur sable. Voilà, et ça fait 10 ans que je fais de la lutte. Alors, j'ai juste une question. Comment une jeune femme se lance dans la lutte? Tu avais des frères autour de toi, tu avais envie de les bousculer. Comment explique-moi, parce que je cherche là quand même, c'est important de comprendre la démarche. Comment on arrive à ça? Comment on peut intéresser une jeune fille à faire de la lutte? Et en plus, la lutte sur sable, il faudra m'expliquer parce que je ne comprends pas. Alors, en fait, moi, j'ai toujours aimé les sports de combat. En fait, je viens du taekwondo à la base, donc rien à voir, sport de percussion. Mais en fait, c'est juste que je cherchais un autre sport de combat et vraiment, pour moi, c'était une évidence. J'ai toujours aimé les sports d'opposition. Donc voilà, et quand j'ai commencé, vraiment, j'ai pas voulu arrêter. J'ai continué pendant 10 ans. Et le sable, ça a été vraiment une très grande découverte. J'ai comme redécouvert un sport en fait, parce que c'est très différent de la lutte sur tapis. La lutte sur tapis, c'est pas du tout les mêmes appuis, c'est pas du tout la même stratégie de combat. Et j'ai découvert ça à la base pour le fun et maintenant je suis dans le haut niveau, donc voilà. Est-ce que tu t'es bataillé sur les plages de France avec les copains, avec mon frère, avec. Voilà. Donc en fait ça représente, on disait ça avec Hugo tout à l'heure, c'est l'esprit, c'est un petit peu ce qu'on a lancé en beach volley qui est devenu sport olympique, c'est un peu ce que vous essayez de faire dans le même esprit. C'est ça l'idée de la lutte de sable, comment ça se passe? Exactement, on peut faire un parallèle avec la lutte olympique et le volley en 6-6 et puis le beach volley et la lutte sur sable. Effectivement, ça le vend en poupe en ce moment parce que c'est spectaculaire, c'est court et puis sur la plage, ça reste dans un super cadre quand même. Et justement, toi Hugo, qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la lutte? Alors moi, je viens du rugby, j'ai fait beaucoup de rugby dans ma vie et j'ai commencé la lutte pour m'améliorer au rugby au départ, c'était ça. Et au fur et à mesure des entraînements de lutte, ça m'a beaucoup plu et j'ai finalement arrêté le rugby pour faire que de la lutte parce que c'est ça qui me motivait le plus. Et du coup, ça fait, on va dire, 3 ans et demi, 4 ans que je fais vraiment de la lutte très sérieusement. Et du coup, j'ai de la chance, je suis dans un super club, j'ai vite progressé et maintenant c'est cool, je fais des podiums, c'est cool. Oui, justement, comment aussi rapidement vous arrivez à faire championne de France sur lutte sur sable, 3e en lutte olympique? Il n'y a pas de secret, hein. Comme dans tout, il y a l'entraînement. Et l'entraînement, quand on fait tous les jours, au bout d'un moment, ça paye. On est dans un très bon club aussi, un des meilleurs clubs de France, le Toulouse Youth Club. Et il y a un très bon niveau, un entraîneur qui vient du Daghestan, qui a donc des origines tchétchènes et qui nous apporte beaucoup de la lutte. Et moi, vraiment, je m'entraîne super bien là-bas. C'est trop bien. Avec des ambitions de Jeux Olympiques? Ah oui. La lutte sur sable, elle arrive normalement pour les filles en 2028. Donc c'est très intéressant. C'est pour ça que là, on est lancé en fait dans le haut niveau. Et pour les filles, c'est super intéressant. Voilà. Et Hugo, là, les Jeux Olympiques, c'est un peu... on peut y penser ou pas? Alors non, pas du tout. Cette année, non, c'est mort. Mais par contre, pour l'année prochaine, moi, ce que je vis, c'est les tournois internationaux. Que ce soit sur sable ou sur tapis, je pourrai la chance de faire les deux. Du coup... C'est là que se situe mon objectif.
Alors, on a avec nous aussi Didier qui est président. On est content d'avoir des jeunes autour de toi, Didier, qui sont des garçons et une fille passionnés. Toi, tu es tombé dans la marmite tout jeune, j'imagine. C'est quoi le parcours d'un président qui est aujourd'hui au comité régional, qui est à la Fédé? Explique-moi un peu ton parcours. Et avant d'être président, donc j'ai commencé la lutte vers 15-16 ans, un peu par hasard, en suivant un copain. J'ai découvert cette activité. J'ai continué par la suite. Je suis prof de PS au départ, donc j'ai pu donner aussi de la lutte à des élèves pendant quelques années. Et voilà. Et donc je suis arrivé petit à petit. J'ai entraîné un club le club où sont justement Lilou et Hugo. J'ai entraîné ce club pendant plus de 20 ans. Donc, et quand Islam, donc l'entraîneur actuel, est arrivé, j'ai laissé la place aux jeunes, bien sûr. Et puis bon, c'est un très bon entraîneur. Je pense qu'avec lui, ils vont beaucoup progresser. Ça ne veut pas dire qu'avec moi, ils n'auraient pas progressé, hein, mais je pense qu'ils ont la chance d'être dans ce club. Je voulais préciser une chose par rapport à la lutte sur sable. L'appellation officielle, c'est beach wrestling. Alors quand on dit beach wrestling, personne ne comprend. C'est pour ça qu'on parle de lutte sur sable. C'est l'appellation officielle. Et ensuite, les lutteurs du Toulouse Lutte Club ont la chance cette année de pouvoir s'entraîner en lutte sur sable au Crêpes de Toulouse. Donc on a convenu d'une convention avec le Crêpes de Toulouse. On utilise les terrains de beach et on a un créneau par semaine. Pour l'instant, on va essayer d'en avoir un autre cette année pour qu'ils puissent s'entraîner régulièrement sur la lutte sur sable. Voilà. On aurait pu dire beach lutte, ça aurait pu le faire aussi, puisqu'on l'a en beach soccer, on a en beach volley, enfin voilà. Oui, mais quand vous dites soccer, vous parlez en anglais. Là, en wrestling, c'est la lutte en anglais. Voilà. Donc c'est pour ça que ça s'appelle beach wrestling. Et donc ça va, normalement, on doit avoir la réponse d'ici la fin août pour savoir si on sera effectivement aux Jeux Olympiques en 2028. On est candidat, on a candidaté, donc la réponse a été que pour les filles pour l'instant, parce qu'il y a la lutte gréco-romaine où il n'y a que les garçons. On n'a pas voulu faire encore une discipline supplémentaire. Et donc voilà, on est sur une appellation beach racing parce que c'est de la lutte sur sable, hein, en fait. Alors justement, Pauline, je crois que tu as une question à poser importante. Oui, Lilou ou Hugo, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous avez commencé à le faire tout à l'heure, mais les différentes spécialités à la lutte? Alors, du coup, en lutte olympique, il y a 3 styles. Il y a la lutte libre, la lutte gréco-romaine et la lutte féminine. Donc, la lutte libre, c'est une lutte qui se pratique sur tout le corps. Donc, on peut attaquer les jambes, on peut attaquer le haut du corps. Alors qu'en lutte gréco-romaine, on peut attaquer que le haut du corps. On n'a pas le droit de se servir des jambes, ni de faire des crochets, ni d'attaquer les jambes. Et la lutte féminine, c'est comme la lutte libre. C'est les mêmes règles. Et après, on a la lutte sur sable, donc qui vient de rentrer. Et il y a aussi le sambo et le grappling qui sont des disciplines de la Fédé. Le sambo et le grappling. Oui. Et c'est quoi là, ces deux alors c'est plus des... Il va y avoir plus des soumissions, c'est beaucoup de sol. Voilà. Après, moi, je suis pas pratiquante spécialiste. J'ai testé un peu, mais... Hugo, tu peux expliquer un peu plus, non? Peut-être La différence avec la lutte, c'est que vraiment, il y a des soumissions où on va aller chercher à soumettre son adversaire par des torsions articulaires, alors que sur la lutte, on n'est pas du tout là-dessus. Alors, c'est une position, comment ça se passe? Vous parlez de soumission, juste pour nous éclairer un peu. Alors, les soumissions, on utilise des clés de genoux, des clés de bras, des clés de cheville pour obliger son adversaire à abandonner. Alors qu'en lutte, c'est pas du tout un sport traumatisant où on va chercher à aller à l'encontre des articulations ou à faire mal avec des sports de percussion, c'est différent. Et du coup, c'est vraiment là où se situe la différence entre les deux disciplines. Alors, la question toute bête, comment ça se passe un score? Parce que là, moi, je les vois au sol, ils tapent au bout de combien de temps? Enfin, comment on gagne, en fait, en lutte? On monte sur le tapis, on les voit qui s'accrochent, mais concrètement, ça se passe comment? Alors, il y a 3 manières de gagner. La première manière, c'est la plus simple, c'est d'immobiliser au moins 3 secondes les 2 épaules de son adversaire sur dos contre le tapis. Au bout de 3 secondes, s'il n'a pas réussi à se libérer, on a gagné. Donc, c'est un peu le chaos technique en lutte. Et la deuxième manière de gagner, c'est au point. C'est-à-dire que si on arrive à mettre une différence de 10 points au fur et à mesure du combat à son adversaire, on gagne la partie. Comment on gagne un point? Alors, il y a plusieurs manières de gagner des points, mais dans l'esprit général, c'est quand on maîtrise son adversaire. C'est quand on le fait sortir du cercle, c'est quand on le fait chuter, ou c'est quand on fait faire des rotations quand on est au sol. Et ensuite, la 3e manière de gagner, c'est au temps. Parce qu'un combat, par contre, c'est 2 fois 3 minutes, avec 30 secondes de repos au milieu.
Et une fois que le temps est terminé, on regarde celui qui a le score le plus élevé et celui qui gagne la partie. Ouais, bon, moi, c'est clair. Moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est très bien. Parce que moi, j'étais resté sur des systèmes de judo, on tapait, terminé. Mais voilà, non, c'est bien d'apprendre ça pour nos auditeurs. Donc, c'est plus clair et on y comprendra mieux quand on regardera des matchs. On dit des matchs, je sais pas, ou des combats. Des combats, voilà. Des combats de lutte. En tout cas, merci pour ces explications. Didier, on va revenir un peu plus dans l'organisation générale. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'on parle un petit peu de comment ça se passe dans la région et globalement, quelles sont les actions que vous menez, bien sûr au niveau de la fédération, mais bon, dans notre petite région à nous déjà. Petite région, c'est une grande région. Quand même. Justement. Bon, je vais avoir le conseil régional qui va me venir me retrouver là. Donc sur notre grande région d'Occitanie, on est organisé sur 42 clubs actuellement. Et donc sur ces 42 clubs, il y a la lutte, mais il y a aussi le sambo et le grappling. Donc ils font partie de la fédération. Ce sont des clubs qui sont à part entière, qui prennent une licence. Donc l'intérêt de notre fédération, c'est que quand vous prenez la licence de lutte ou de sambo, vous pouvez faire les 3 disciplines. C'est la même licence, vous n'avez pas besoin de repayer pour 3 activités différentes. Donc il y a parfois des lutteurs qui font du sambo et qui font du grappling. Donc ils peuvent très bien aller dans les 3 disciplines différentes. Ça, c'est une chose. Ensuite, par rapport à la lutte sur sable, chaque année, on organise, la fédération organise une tournée de lutte dans toute la France. Et nous, on était en 2e position cette année, donc au mois de juillet, on a organisé sur les plages d'Occitanie. On était au Cap d'Agde, on était à Argelès, voilà. On a fait plusieurs plages. Alors là, on est de la lutte sur sable. On fait venir des gens qui ne sont pas de la lutte, et tout le monde peut venir s'exercer à la lutte sur sable. Et en Occitanie, on a inauguré depuis 2 ou 3 ans, la lutte sur l'eau. Alors, ce n'est pas une compétition, c'est vraiment c'est quelque chose pour développer la lutte. On a un tapis, on a fait créer une structure par une société. Et le but, c'est de mettre l'autre dans l'eau, c'est tout. Donc on est debout, il n'y a pas de lutte au sol, et on monte sur ce tapis qui flotte, qui est ancré avec des normes de sécurité. On a toujours un maître nageur à disposition pour pouvoir l'organiser. Et donc le but, c'est de mettre l'autre dans l'eau. Voilà. Donc, et là, par contre, on a un énorme succès avec cette nouvelle discipline qui n'est pas une discipline officielle, qui n'est pas reconnue, mais qui est organisée en Occitanie. Et maintenant, on essaie de développer dans les autres régions. Il y a des régions qui ont commencé. Bon, après, c'est plus difficile sur l'océan parce qu'il y a beaucoup plus de vagues. Mais j'ai des demandes au niveau de certaines piscines qui veulent essayer aussi de prendre pour justement familiariser les enfants à l'eau. Ceux qui ont peur de l'eau, là, c'est des jeux. On est sur un tapis, on s'amuse à se mettre dans l'eau. Donc là, par contre, c'est des choses qui plaisent beaucoup. Voilà. Ensuite, au niveau du comité régional, on a un comité régional qui est structuré, organisé, et qui, cette année, on a obtenu la validation par Calliope pour les formations. Donc, je sais pas, tout le monde ne connaît pas Calliope. Calliope, c'est un organisme de formation qui est délégué par l'État, donc qui a l'autorisation officielle de pouvoir délivrer cette qualité pour pouvoir faire des formations. C'est-à-dire que si on est maintenant validé par Calliope, on organise des formations qui sont officiellement reconnues de qualité. Et ça, c'est très important pour nous. Moi, je suis responsable à la Fédération des formations aussi. Donc, j'ai voulu commencer par mon comité, parce que j'ai dit, bon, on va mettre en place ces choses. Et maintenant, je souhaiterais, au niveau de la fédération, on est en train de travailler dessus, sur les formations, sur la façon de faire les formations aussi, sur l'organisation des formations. Voilà. Je suis aussi responsable du sport scolaire et universitaire. Donc là aussi, je travaille beaucoup avec les scolaires et universitaires. En tant qu'ancien prof de PS, c'est plus facile pour moi, parce que je connais un peu tout le monde et on a des relations beaucoup plus simples. On a organisé les gymnasiades en Normandie juste avant le Covid. Là. Donc on a eu beaucoup de monde sur ces compétitions. Donc le sport scolaire, il s'organise surtout en équipe. C'est là où il y a la différence avec la lutte olympique sur les compétitions, où il y a quelques compétitions en équipe, en division 1, division 2. Mais ça, pour les gens qui débutent, au niveau scolaire, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un travail en équipe. Et donc l'UNSS organise dans toutes les disciplines maintenant uniquement des sports par équipe. Voilà. Donc on est et on a une très bonne participation au niveau de l'académie. L'académie de Toulouse, on a toujours eu beaucoup d'équipes qui participent à ce championnat. Eh bien, c'est un beau parcours, c'est-à-dire que comment on va attirer des jeunes maintenant? Il faut se renseigner auprès de la Ligue, comment ça se passe?
Alors, évidemment, il y a des clubs il suffit d'aller sur le site du comité ou de la Fédé et on retrouve la liste des clubs avec les responsables des clubs qui sont là. Sur Toulouse, évidemment, il y a essentiellement le Toulouse Youth Club. Ensuite, on a un club universitaire qui est le TUC, qui est à l'université. Et ensuite, on a d'autres clubs dans la région. Et je voudrais préciser par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'on a un lutteur qui est sur Montauban, qui a été champion du monde cette année en U20. U20, c'est under. Moins de 20. Voilà, moins de 20, il faut préciser. Under 20, mais c'est donc, moins de 20. Voilà, je voulais le dire parce que c'est quand même important pour nous, pour nous, comité régional, et pour la fédération. Donc, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité et qui est un très bon élément dans notre lutte, parce que bon, il essaye de faire venir aussi il donne envie à d'autres personnes de lutter. On a une fille aussi sur Montauban qui est aussi en qualification actuellement pour les Jeux Olympiques, donc on ne sait pas encore, parce qu'il y a les TQO, donc les tournois de qualification olympique qui sont organisés. On attend pour voir les résultats, on espère qu'on aura beaucoup de monde. Alors, on va les suivre, en tout cas, on va suivre tout ce qui va se passer en fonction des Jeux Olympiques. On est dans une belle année olympique, donc on va suivre tout ça. Dernière question sur ce sujet, et je m'adresse plutôt aux jeunes. Quel conseil peut-on donner à un jeune ou une jeune qui veut pratiquer la lutte, tous les deux, garçon, fille, un jeune qui veut se lancer, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil, à part aller se rouler dans le sable avec les copains et copines? Le conseil pour pratiquer de la lutte, vraiment, c'est de venir, de se faire plaisir. Et en fait, c'est super sympa parce que c'est un sport de combat où on a l'appréhension du combat, et c'est un sport qui, malgré tout que ce soit du combat, où on se blesse très rarement ou très difficilement. Donc c'est génial d'avoir cette complicité-là entre le sport de combat et le fait de se préserver physiquement, psychologiquement aussi. Du coup, faut venir tester, et juste apprécier le moment. Et pour les filles, c'est vrai que les filles, la lutte féminine, en France, ça va pas. Enfin, il faut que les filles, elles viennent. Enfin, vraiment, moi, c'est un sport que je connaissais pas avant, que j'ai découvert, et ça fait 10 ans que j'en fais. J'adore ça. Et comme a dit Hugo, en fait, le côté sport de combat, ça peut faire peur. Mais justement, la lutte, c'est pas comme les sports de percussion. C'est beaucoup plus doux, on va dire, comme sport de combat. Et puis surtout, c'est un sport qui est très complet. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé la lutte, j'avais pas trop de qualité physique. Genre, je suis arrivée, je faisais 40 kilos. Et en fait, ça renforce le mental. Et c'est comme ça que j'ai réussi, en fait, à m'accrocher et à continuer la lutte. Donc, pour moi, la lutte, ça apporte plein de choses, plein de qualités physiques et tout ça. C'est très complet comme sport. Donc, venez, les filles, venez. Merci, Lilou, pour ce cri du cœur. Un dernier petit mot, peut-être, Monsieur le Président, pour conclure ce bel échange de lutteurs et lutteuses. J'invite à venir pratiquer la lutte féminine. Pauline, c'est à toi qu'on s'adresse. Moi, j'aurais du mal à jouer la lutte féminine, donc j'ai bien compris, ça ne s'adresse pas à moi. Oui, je voulais juste dire une dernière chose, c'est qu'on organise en 2024 à Saint-Orens-de-Gameville le championnat de France U15, U17, U20, donc il y a beaucoup de monde. Alors pourquoi Saint-Orens? Parce qu'on m'a demandé d'organiser ça dans une salle pour pouvoir mettre 4 tapis. Compliqué, parce que sur Toulouse, 3 tapis, on le trouve dans une salle de basket, une salle de hand, je veux dire, on arrive à les mettre, mais 4 tapis, c'était compliqué. Donc sur Toulouse, j'ai eu du mal. Bon, j'avais le palais des sports, mais 3 200 € par jour, c'est un peu cher pour nous, fédération. Hein. Donc on a réussi à trouver avec Saint-Orens, je ne sais pas si vous connaissez la salle, c'est une salle formidable qui vient d'être créée, la MAM. C'est une salle qui est réservée au sport de combat et qui est vraiment adaptée pour notre discipline. Voilà. Donc je voulais lancer cette information. Donc venez tous au mois d'avril, fin avril, à Saint-Orens-de-Gameville pour voir le championnat de France de lutte olympique. Il y aura des filles aussi, vous pouvez venir. Merci pour ces informations. On reviendra là-dessus, n'hésitez pas à nous envoyer toutes les infos, on en reparlera. Merci pour cet échange et ce bel éclairage sur la lutte. Je pense que le message, le coup de cœur est passé. L'antenne est ouverte, vous êtes les bienvenus quand vous voulez pour communiquer et venir échanger avec nous. À très bientôt et merci pour votre venue. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci à vous, à très bientôt. Et de suite, l'heure de la deuxième chronique avec Thibaut Vergne. Et si on parlait de sport, la chronique.
Et bonjour à tous, et on se retrouve pour une nouvelle chronique pour Profession Sport avec Thibaut Vergne, qui est représentant de Profession Sport Animation 31. Donc bonjour Thibaut. Bonjour Audrey. Aujourd'hui, tu es venu nous parler de notre plateforme de recrutement. Donc la dernière fois, tu nous parlais de métiersdesport.fr, c'est ça ? C'est ça. Et là, vous avez créé une deuxième plateforme qui s'appelle le Sport Recrute. Exactement, c'est le sportrecrute.fr. Donc, quel est le principe de cette plateforme ? Alors, cette plateforme a été issue d'un travail national avec la Fédération nationale profession de sport et loisirs. L'idée, c'est de recenser l'ensemble des offres d'emploi dans le secteur du sport sur cette plateforme unique. Donc, qui recrute en général du coup sur cette plateforme ? Alors voilà, l'intérêt de la plateforme est avant tout d'avoir des référents dans les territoires pour accompagner à la fois les employeurs, qui sont essentiellement associatifs, collectivités territoriales, comités d'entreprise, établissements spécialisés, qui nous contactent en déposant des annonces. Nous, on fait le relais de tout ça et au-delà de ça, on accompagne évidemment les professionnels demandeurs d'emploi pour les associer à ces offres d'emploi. Donc on est d'accord uniquement dans le domaine sportif et associatif. Voilà, c'est sport et loisirs. Il y a aussi le volet animation. Donc du coup, qui peut candidater ? Est-ce que moi je peux candidater ? J'ai pas de bagage particulier, ou est-ce que non, c'est réservé plutôt à ce que tu disais, les autres chroniques ou... Alors tout dépend de l'offre d'emploi. Si c'est pour par exemple de l'encadrement d'activités sportives qui reste à, on va dire à 80%, 90% les offres d'emploi les plus conséquentes, là par contre il faut être diplômé des métiers du sport. Et là, on ne peut pas faire autrement. Si après, il y a d'autres volets, dans le sport, on peut avoir besoin de tout un tas de fonctions support administratives. Là, c'est un peu plus ouvert en fonction des compétences de chacun. Donc, votre rôle, vous, au sein de PSA, c'est justement ce que tu disais, d'accompagner et les candidats et les recruteurs. Oui, les recruteurs. Faites vraiment le lien entre les deux. Voilà, c'est ça. On fait l'intermédiaire entre ces professionnels, ces employeurs. Les recruteurs, par exemple, ont besoin d'accompagnement pour rédiger les offres d'emploi. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire. Ok. Et après, moi, candidat, je passe par vous aussi pour essayer de toucher le recruteur ou... Exactement. Donc nous, on fonctionne sur notre territoire Haute-Garonne de la façon suivante. Vous pouvez déjà vous inscrire sur la plateforme en créant un espace candidat où là, vous avez un visu sur l'ensemble des annonces. Et au-delà de ça, vous pouvez aussi venir nous contacter directement à Profession Sport Animation 31 pour qu'on vous intègre dans les demandeurs d'emploi et qu'on puisse vous solliciter plus facilement. Alors moi, je ne me rends pas compte parce que je me dis souvent que c'est que l'été, peut-être qu'il y a des offres d'emploi. En moyenne, il y a combien d'annonces sur cette plateforme ou... Alors sur les 2 dernières années, 2021-2022, on a publié environ 1000 offres d'emploi. Ah oui, quand même. Donc en moyenne, par mois, ça fait à peu près on va dire, 4 annonces par mois. On est à 80-90 annonces par mois. Ah oui, quand même. Ouais, donc c'est un bon pourvoyeur. Voilà, pourvoyeur d'offres d'emploi. Merci Thibaut. Donc après, au-delà de ça, c'est vrai que sur la plateforme, il y a aussi des annonces liées au métier de l'animation, puisqu'il y a quand même un lien qui est assez proche entre ces deux secteurs d'activité. Et là, tu m'as parlé aussi en off de la bourse de l'emploi. Oui. Est-ce que tu peux nous... C'est l'appellation bourse de l'emploi qu'il y a chez nous à Profession Sport Animation 31 pour parler du recrutement. Mais la plateforme de recrutement, c'est lesportrecrute.fr. Donc www.lesportrecrute.fr. Donc si vous avez envie de candidater, contactez Thibaut aussi, Vergne directement au sein de la Haute-Garonne. Et vous, recruteurs, donc dans le domaine du sport, des loisirs et de l'animation, c'est pareil, www.lesportrecrute.fr. Merci beaucoup Thibaut pour ces précieuses informations et à très bientôt peut-être pour d'autres chroniques. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et on se retrouve pour la prolongation avec nos invités Luc Chabrol, Didier Briseau, Hugo Queno et Lilou Dupinet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà les règles, si vous avez déjà écouté les émissions précédentes. C'est pas compliqué. Pour la lutte, il va y avoir des questions escalade et pour l'escalade, des questions sur la lutte. Alors, on va débuter par les questions escalade pour ceux qui font de la lutte. À chaque fois, vous avez des réponses. Je vous donne les réponses et vous donnez la bonne ou celle que vous pensez après. En escalade, qu'est-ce que le bloc ? Un mur bas où l'on peut grimper sans corde, un mur haut et complexe ou un mur avec très peu de prises ? Un mur bas et sans corde. C'est une bonne réponse. Deuxième question, qu'est-ce que le gris-gris ?
Une corde spéciale, un type de baudrier ou un système d'assurance autobloquant? Un système d'assurance autobloquant. Bien joué. J'aurais dit un porte-bonheur, mais... Troisième question. Quand l'escalade fait-elle sa première apparition aux Jeux Olympiques? À Rio en 2016, à Tokyo en 2020 ou à Paris en 2024? En Rio en 2016? Moi, j'aurais dit 2020, je pense. Ouais, c'est ça. À Tokyo en 2020. Et dernière question. Comment s'appellent les prises les plus simples à attraper? Les bacs, les pinces ou les réglettes? Les bacs. On n'est pas si mauvais que ça. Ça va, 3 sur 4. Maintenant, on va passer aux questions lutte pour l'escalade. Alors, la première, en lutte, combien y a-t-il de disciplines aux Jeux Olympiques? 2, 3 ou 4? 3. Bien joué. Pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. Après, il y aura Deuxième question, combien de temps dure un combat? 3 fois 2 minutes. 2 fois 3 minutes. Ah. Ça va trop vite. Ensuite, quand les premières épreuves féminines de lutte ont-elles fait leur entrée au programme olympique? À Sydney en 2000, à Athènes en 2004 ou à Pékin en 2008? Plus dur. Oui. C'est ça. Incroyable. C'est ça, Athènes en 2004. Du coup, il y a égalité, 3-3. C'est maintenant qu'intervient le buzz. Je vais vous poser une question sur les Jeux Olympiques. Le plus rapide va taper sur le buzz et va donner sa réponse dans le micro. Didier, c'est pas compliqué, c'est une histoire de vitesse. Hein. Où auront lieu les Jeux Olympiques de 2028? Los Angeles. mais on est trop mauvais. Ah non, je dis c'est une question de rapidité. C'est la fin de ce quiz. Victoire du coup de Luc Chabrol, 4-3. Merci pour votre participation et votre bonne humeur. Et si on parlait de sport? Fin du match. Fin du match de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Et c'est Pauline qui va nous annoncer tout ça. Et oui, en ce qui concerne les événements sportifs de la semaine, il y a les championnats du monde d'escalade à Berne en Suisse qui se déroulent jusqu'au 12 août. Ensuite, jusqu'au 13 août, vous pouvez retrouver les championnats du monde de cyclisme à Glasgow avec du cyclisme sur route, sur piste, du VTT ainsi que du BMX. Jusqu'au 20 août, les fans de football ont les yeux rivés de l'autre côté de la planète pour les phases finales de la Coupe du monde de football féminin qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande. Samedi 12 août, en rugby, le 15 de France va jouer son deuxième match de préparation à la Coupe du monde face à l'Écosse. À partir du 14 août, vous pouvez retrouver du tir sportif avec les championnats du monde à Bakou. À partir du 15 août et jusqu'au 3 septembre, il y a l'Euro féminin de volley en Belgique, Allemagne, en Italie et en Estonie. Ça se déroule dans 4 pays différents. Et enfin, dimanche 13 août, il y a la reprise de la Ligue 1 en football avec une rencontre au sommet, une revanche de la Coupe de France, Nantes face à Toulouse. Et oui, merci Pauline pour ces informations. L'agenda, la semaine prochaine, on va se retrouver en première partie. Nous aurons l'Euro féminin de volleyball avec Eric Arjona qui nous rejoindra, qui est responsable du pôle France de volleyball de Toulouse. En deuxième partie, un éclairage spécial à un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby en France. Comment ça marche ? Voilà, merci en tout cas de nous avoir écoutés. Pauline, merci à Luc Chabrol, à Didier Briseau, Hugo Queno et Lilou Dupéné et à nos chroniqueurs du jour, Thibaut Vergne, pour leur participation. Merci à tous les internautes de nous suivre et nous espérons que cette nouvelle émission de sport vous aura plu. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour son aide précieuse et pour la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 9e édition, à Marin et Sébastien, notre partenaire informatique de Samper Connect, pour ses conseils avisés. Petite dédicace à notre chroniqueuse Audrey qui est en vacances en ce beau mois d'août. Merci Pauline. Merci Laurent. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.